Tout a donc commencé à 28 ans avec cet album mythique pour toute une génération, Oxygène. 40 ans de carrière, on vient de revoir quelques-uns de ses immenses concerts à travers le monde. Il publie son autobiographie Mélancolique Rodéo, c'est Jean-Michel Jarre qui ouvre cette émission ce soir. Bonsoir Jean-Michel, merci d'être avec nous ce soir. 85 millions d'albums et puis Oxygène qu'on a entendu avec cette pochette qui apparaît derrière moi. Cette pochette, elle a été culte, elle s'est installée dans nos salons, sur nos platines. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette planète? Elle était déjà en danger dans votre tête? Oui, malheureusement prémonitoire. Ouais. Et c'était effectivement... on n'était pas beaucoup à se préoccuper de l'écologie à ce moment-là. Ouais. On était plutôt considéré comme une poignée de hippies un peu allumés. Et cette pochette, en fait, était un petit peu en contraste avec le côté hédoniste de l'époque disco. Ouais. Je dirais que c'était peut-être l'intérieur des boules disco. C'était peut-être ça. Et effectivement, cette pochette effectivement, symbolisait à la fois une vision du futur qui pouvait être pleine d'espoir, mais en même temps à laquelle il fallait faire attention. Vous aviez 28 ans à l'époque et votre compagne de l'époque, Charlotte Rampling, disait cela. Je n'ai jamais entendu une chose pareille au moment où elle entend cet album. Ça ne ressemble à rien d'autre. Soit ça passe inaperçu, soit ça sera un énorme succès. Ce fut un énorme succès. Combien de millions d'albums vendus? 18, je 18. crois. C'est ça. Vous attendiez un tel succès avec cette révolution musicale, comme vous le dites, en pleine période disco? Non, pas du tout. Enfin, cet album, en plus, a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques en disant qu'est-ce que c'est que cet album? Il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur. C'est un ovni. Et puis, en même temps, je crois que ça correspondait quand même aussi à une époque, cette espèce de vision qu'on avait poétique du futur. Le fait aussi que cette musique-là, finalement, était une musique qui n'avait rien à voir avec le jazz, le blues ou le rock. En fait, quand je commence à faire de la musique et à jouer dans des groupes de rock, je me dis la musique anglo-saxonne, c'est de la musique de notre génération, mais en même temps, c'est aussi une musique qui n'a rien à voir avec la France. Et quand je fais de la musique, quand je commence à faire la musique électronique, je me dis l'approche sonore différente, finalement, est quelque chose qui n'a rien à voir avec les États-Unis, rien à voir avec l'Angleterre. On tient notre révolution. Alors, à quoi ressemble le sommaire de ce soir dans 20h30 avec cette fresque qui apparaît derrière moi? Votre objet, un magnétophone qui sera le déclencheur de votre histoire offert par votre grand-père. Un film mythique qui résonne en vous et en nous, c'est votre choix. 2001, l'Odyssée de l'espace. On en saura plus dans un instant. Les Daft Punk ou encore le groupe R sont-ils les enfants, les héritiers de Jean-Michel Jarre et de sa musique électronique? 5 femmes vont également nous rejoindre. Elles sont des soleils contre l'obscurantisme dans Papicha, film qui représentera l'Algérie aux Oscars, mais qui n'est pas autorisé pour le moment dans son pays. Et puis le live de ce soir, Vianney vient nous rendre visite. Il nous présentera Erza Mukoli, pour qui il a composé justement ce premier album. Jean-Michel, quand on écrit une autobiographie, on a envie de parler et de résumer les choses pour soi, et aussi de dire des choses aux gens, aux uns et aux autres? Alors vous savez, en fait, à la fin de ce livre, j'explique au fond que si on ramène une existence à l'échelle d'une journée, Ouais. en fait, là où j'en suis dans ma vie, je suis en train de terminer de dîner. Ah, vous terminez le dîner, oui. Et donc, du coup, je trouvais que c'était un assez bon moment pour partager avec les lecteurs un parcours assez atypique, des moments inoubliables, des rencontres avec des gens absolument exceptionnels. Et au fond, de pouvoir... J'ai toujours aimé les mots, aimé écrire, et puis de partager justement avec le public des moments qui sont finalement moins connus que ce qu'on connaît de moi, entre Oxygène, que vous disiez, ce que vous parliez, et puis les concerts. On y croise beaucoup de choses. On y croise des objets. Votre magnétophone, cet objet que votre grand-père vous a offert, qui vous permettra d'enregistrer des sons et puis même de les rembobiner à l'envers et de découvrir quelque chose. Vous en savez quelque chose, que je crois que vous avez aussi, vous, été obsédé par un magnétophone dans votre vie. Beaucoup de sons. Une vie qui a ressemblé à un rodéo mélancolique, c'est le titre de ce livre. D'abord, un rodéo, ça veut dire que c'était mouvementé. Chaotique. Et qu'il faut essayer de rester sur sa monture quoi qu'il arrive. Parfois. Bien sûr, avec évidemment. des blessures, et on se relève, forcément. bien sûr. Mélancolique, quand je regarde la définition, un état de tristesse vague accompagné de rêverie, ça vous symbolise plutôt bien? Oui, je pense qu'on a chacun une part de mélancolie, mais je pense que cette mélancolie, elle démarre pour moi avec la séparation de mes parents. Ce père qui va être multi-oscarisé à Hollywood, grand compositeur de musique de film, Maurice Jarre, qui nous abandonne ma mère et moi. Et qui ne fera jamais attention, finalement, à vous, à votre talent, à votre succès, à votre vie, tout simplement? Oui, je pense qu'on est passé à côté de notre relation. C'est un mystère pour moi. Ouais. Et le fait qu'au fond, on n'aura jamais parlé de musique ensemble. C'est incroyable. Lui, le compositeur qui recevra 3 Oscars, il a un fils qui fait le tour du monde, des concerts incroyables. Vous n'aurez jamais ce dialogue-là avec lui?
Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans sa vie, une fêlure qui l'a empêché d'avoir, pas seulement avec moi, mais aussi avec ma demi-sœur Stéphanie, Oui. d'avoir une relation normale avec sa famille. Un père absent, mais une mère présente, très présente, résistante, arrêtée, qui survivra au camp de Ravensbrück. Une mère avec qui vous allez vivre une complicité, elle sera à la fois votre guide et à la fois vous la soutiendrez. C'est une histoire, et une belle histoire, celle-là. Oui, ma mère, personnage tout à fait extraordinaire en soi, comme vous le disiez, Peugeot, qui s'appelle France, et dont le nom d'ailleurs de réseau de résistance était Marianne. Donc c'était vraiment très lié à l'ADN de notre pays, et qui va effectivement, vous savez, quand dans la journée j'étais un gosse normal, et la nuit je grandissais, j'avais la trouille, parce que le duo que nous formions, assez précaire, vivant dans un petit appartement de la banlieue sud de Paris. Finalement, on a toujours peur dans un duo que si l'autre tombe, qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait, très très vite, ça a été, je pense, la première femme que j'ai eu envie d'aider et de protéger. Une femme forte, résistante, un père talentueux. Ça vous a poussé et finalement à mettre la barre assez haute. C'est ce qui vous a poussé aussi à faire ces concerts. Cette série de concerts, elle est assez étonnante. On l'a vu en accroche de l'émission. Il y avait quelque chose toujours de monumental, d'incroyable. Cette volonté-là, elle s'explique comment? Je ne me l'explique toujours pas, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un premier concert à la Concorde, il y a 1 million de personnes qui sont venues, Oui. et j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre, et après je suis devenu une sorte de spécialiste de concerts. Du méga comme concert. ça. Voilà. Et en fait, je n'ai rien initié, c'est-à-dire tous ces concerts en Chine, à Moscou, ce qu'on voit en ce moment, ou à Houston ou autres, sont tous des concerts qui m'ont été finalement proposés. Évidemment, on ne refuse pas ce genre de choses. Oui. Mais c'était à chaque fois, je pense aussi, l'idée des gens du voyage, le fait de faire un concert qui ne se reproduise pas. Et puis, il y avait la réflexion aussi de se dire comment finalement apporter cette musique qui n'est pas faite pour la scène, de trouver sa grammaire, avec donc une scénographie, avec des éléments visuels qui à l'époque n'existaient pas et qui est devenu finalement un vocabulaire classique des concerts d'aujourd'hui. Quand vous découvrez le concert des Daft Punk le 29 avril 2006 à Coachella, que vous découvrez cette pyramide, que vous découvrez ce style-là, cette marque-là, ça a été un succès incroyable aussi pour eux. Vous vous dites, je leur ai transmis quelque chose, à minima? Oui, sans doute, mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait un vocabulaire et une grammaire à trouver pour la performance de musique électronique. Et je pense que le fait de s'adjoindre les technologies de notre époque, j'étais le premier à le faire, a effectivement essaimé aux 4 coins de la planète. Et il y a eu un travail également avec R et avec d'autres. L'heure de l'instant archive ce soir avec un film culte. C'est votre choix. 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est l'instant archive de ce soir. On en parle juste après. Regardez. Incroyable film, 1968. Il va inspirer des dizaines de films de science-fiction. Une question que tout le monde se pose. Vous avez compris la fin? Alors, c'est justement, ce qui est intéressant, c'est que ce film, c'est vraiment un exercice onirique sur le futur, oui, sur l'espace, avec justement le fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on laisse le mystère. On laisse le mystère. Et je trouve ça très intéressant, ça m'a beaucoup influencé, c'est un film évidemment qui m'a influencé, cet oxymore entre l'audio et le visuel dans ce film, et puis aussi le fait que, sans doute, c'était aussi, pour moi, ça a été une rencontre formidable, l'auteur de 2000 l'Odyssée de l'espace, qui est Arthur Clarke, que je vais rencontrer dans ma vie, puisque j'ai la surprise, quand il écrit 2010, de voir dans le deuxième opus. Mon nom dans les remerciements. Et on va devenir très amis, à tel point même qu'on va faire je vais faire un concert pour le 1er janvier 2001, où il est le maître de cérémonie à Okinawa, un concert que je fais au Japon. Donc c'est une rencontre parmi les autres artistes que j'ai pu rencontrer, que j'évoque dans le livre, que ce soit des gens comme Fellini ou Salvador Dali, Edward Snowden, pas artiste mais héros moderne. Donc des tas de gens que j'avais envie de raconter, et je me sens très privilégié d'avoir pu rencontrer des gens pareils dans des circonstances aussi exceptionnelles que j'explique dans le livre.